Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de faire mon bilan du mois de mai, qui a été aux surprises en préparant mon bilan pour cette vidéo. Plein de très bonnes lectures, ce qui a rendu mon choix d'un coup de cœur très difficile, on va pas se mentir. Donc on va pas perdre de temps et commencer tout de suite avec ma première et seule lecture 2 étoiles du mois de mai, qui est The Honeymoon's Rematch, une romance de chez Slalom à laquelle je n'ai pas du tout adhéré. On a une héroïne au fond du trou, elle a perdu son mec, son boulot parce qu'elle travaille avec lui, son grand-père d'adoption vient de mourir, bref, elle est complètement déprimée, voire dépressive, ce qui peut se comprendre. Et sa meilleure amie n'a rien trouvé de mieux que de lui dire de profiter de son voyage de noces qui était prévu à Saint-Barthélemy. L'héroïne veut y aller toute seule pour justement faire le point, reprendre un peu du poil de la bête, sauf que sa meilleure amie trouve une application qui s'appelle Find It et qui permet de trouver des accompagnateurs, donc sans aucune relation sexuelle justement, mais juste pour ne pas être tout seul à un événement quel qu'il soit. Et donc là, il se trouve qu'elle craque entre guillemets pour un mec sur cette application, mais voilà, elle veut vraiment y aller toute seule. Sa meilleure amie décide de faire tout un plan dans son dos pour que Nathan se retrouve quand même dans ses vacances avec elle. Et donc voilà, on a une sorte de enemies to lovers fake dating, puisque toutes les activités de la lune de miel ne sont disponibles que pour un couple. Donc il va falloir que l'héroïne et Nathan fassent semblant d'être ensemble pour pouvoir profiter de tout ça. Moi, le vrai problème, en fait, ça a été clairement déjà Alice, sa meilleure amie, parce que l'héroïne veut partir seule, ce que je peux comprendre, elle est pas bien, parce qu'elle était dans une relation toxique aussi, hein, il faut le dire, on va le voir, mais vraiment son ex était un gros et donc elle trouve rien de mieux que de faire quelque chose qui est sans son consentement, alors qu'elle était déjà dans une relation toxique. Enfin voilà, moi ça me pose un problème d'avoir d'un côté une romance qui essaye de critiquer les relations toxiques hommes-femmes amoureuses, mais qui met en avant une amitié tout aussi toxique. Alice a parfois des phrases passives-agressives ultra violentes, enfin franchement, moi j'ai du mal à comprendre que ça puisse être de l'amitié, mais bon bref, ça c'est peut-être un autre sujet. Et même Nathan, qui est censé être un gars bien, par exemple, l'inscrit sans son consentement encore une fois, et sans la prévenir à des activités qu'elle n'a peut-être pas envie de faire, par exemple du parapente, alors qu'elle a le vertige, sous prétexte qu'il faut sortir de sa zone de confort et lâcher prise. Bref, on dirait vraiment du développement personnel à la noix. On a quand même une personne dépressive et on trouve rien de mieux que de lui dire bouge ton cul. Voilà, je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Et il y a quand même une romance, enfin bon, voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, où on cherche à critiquer quelque chose pour finalement le mettre sous une autre forme autrement. Je suis très perplexe, donc voilà, ça ne l'a pas fait. On passe aux lectures 3 étoiles. Old Flames and New Fortunes, une petite romance sympathique mais sans plus. Le principe de floriographie prédictive est très sympa. En gros, l'héroïne est capable de créer des couronnes ou des bouquets de fleurs magiques qui vont apporter quelque chose en fonction de la signification des fleurs justement, donc ça c'est très mignon. Et en fait elle se retrouve à côtoyer son ex qu'elle n'a jamais oublié. Et la romance est découpée en 2 parties. Honnêtement la première partie, bon, moi j'ai trouvé un peu longuette. La deuxième est vraiment plus sympa, beaucoup plus intéressante, on en apprend beaucoup plus sur les personnages principaux et leur passé, leurs blessures et comment est-ce qu'ils vont justement apprendre à dépasser ça. Mais voilà, ça venait après une bonne moitié de bouquin un peu moyenne à mes yeux, très personnel hein. Donc voilà, je peux pas dire que j'en sors avec un grand souvenir, mais ça reste une lecture sympathique pour l'été si on a envie d'une romance un peu magique, même si c'est pas non plus de la cosy fantasy quoi. The Wind Weaver, alors là on est sur de la romantasy, une nouvelle parution chez Hugo, et pareil ça l'a pas trop fait. C'est pas mauvais en soi, c'est juste à mes yeux, encore une fois, vu et revu, j'ai pas vu l'intérêt d'une nouvelle romantasy. C'est toujours la même chose, voilà, une héroïne soi-disant badass avec du caractère. Enfin, je sais pas, j'aimerais peut-être d'autres types de personnages féminins. Le héros taciturne, bourru, mais au fond il a un grand cœur, mais il ne sait absolument pas communiquer, ce qui fait que tout le livre c'est très chiant, parce qu'elle ne comprend rien, ce qui est normal, et tout le monde semble lui en vouloir de ne pas comprendre. Le world building, bon, franchement, rien d'incroyable non plus. Ok, il y a une carte, il y a des trucs inventés, enfin des royaumes inventés, une prophétie, un principe de magie élémentaire, mais enfin j'ai pas trouvé ça non plus renversant. Donc voilà, en fait il y a rien qui m'a vraiment permis de me dire ok c'est de la romantasy mais vraiment original. Pour moi c'est juste vu et revu, pas mauvais mais je me suis ennuyée. À part peut-être les 3 derniers chapitres où il y a enfin de l'action et de l'émotion, mais franchement la relation Enemies to Lovers elle est visible à des kilomètres. Voilà, en fait tout était prévisible, donc voilà, c'était un peu compliqué de me lancer dedans. Franchement j'ai eu du mal à le finir hein, parce que je m'ennuyais et que j'avais l'impression de juste relire encore une même histoire avec juste des noms différents et des territoires différents. Donc bon, dommage, ça l'a pas fait pour moi.
On va passer aux lectures 4 étoiles. Donc voilà, globalement on voit quand même que c'était un plutôt bon mois. Dans tes veines de Morgane Cossarieux, alors là on est sur de l'horreur, c'est vraiment très trash. On est dans l'underground bordelais, ça parle, en fait, l'autrice réécrit les figures, on va dire mythologiques, là c'est la figure du vampire, mais vraiment dans ce qu'il y a de plus animal, de plus bestial. Il y a vraiment des scènes, faut s'accrocher, et finalement la monstruosité n'est pas toujours là où on le croit. Vraiment il y a beaucoup de scènes et de thèmes très durs, je vous dis, il y a des gros trigger warnings, et en même temps c'est terriblement bien écrit, très addictif. J'ai juste eu des moments où j'ai dû un peu poser le livre parce que c'était lourd, on va dire ça comme ça, mais franchement c'était assez génial, et la figure du vampire est très originale dans ce bouquin-là. C'est très noir, pas vraiment de happy end franchement, ça va toujours toujours plus loin, mais voilà, c'est tout un univers qui est hyper bien construit. J'ai adoré en fait, et j'ai très envie d'en lire d'autres d'elle, parce qu'elle en a écrit un autre sur la figure du loup-garou, et encore un autre, la visqueuse, qui est sur les figures un peu plus maritimes, aquatiques, on va dire ça comme ça. C'est vraiment très original, et si on en a marre des histoires de vampires à la Twilight, alors là, ça n'a vraiment rien à voir. Très cher voisin, un thriller de voisinage. C'est pas ce que je lis le plus et c'est très sympa, c'est une nouvelle parution chez HarperCollins. En gros, ça commence à une fête des voisins dans un quartier très riche, un peu à la Desperate Housewives. Voilà, tout bien sous tous les rapports, avec des grandes maisons, des familles où tout a l'air parfait. Sauf qu'à cette fête des voisins, il y a un mort. On ne sait pas qui ni pourquoi. Et on va remonter 1 an en arrière pour suivre une des femmes de ce quartier et sa fille en alternance. On va avoir les 2 points de vue. Et ça commence avec l'arrivée d'une nouvelle famille dans la maison d'à côté. Une famille un peu étrange. Et voilà, pendant 1 an, on va voir les secrets qui vont se révéler et se rendre compte que derrière les façades, bien sous tout rapport, se cache finalement ce que tout le monde vit. Des affaires de drogue, d'adultère, de jalousie, de divorce, des familles malheureuses finalement, jusqu'à l'inéluctable malheureusement, et on comprend donc à la fin seulement qui a été tué et pourquoi. C'est très addictif, c'est très bien fait. J'adore ces univers justement... comme je disais, très Desperate Housewives, banlieue chic américaine, avec le vernis qui se craquelle petit à petit, où on voit toute la noirceur qui se cache derrière les apparences. Et c'est aussi plusieurs destins de femmes, ça s'intéresse beaucoup aux femmes de ces foyers-là, avec toutes leurs difficultés, leur passé, leurs blessures. C'était vraiment très sympathique, bien écrit, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Amande, un livre coréen que j'avais envie de lire depuis très longtemps, qui raconte le destin d'un jeune garçon qui est né avec une malformation, pourrait-on dire, de l'amygdale, qui est en forme d'amande, d'où le nom, et qui fait qu'il ne ressent aucune émotion et qu'il a beaucoup de mal à l'appréhender chez les autres aussi. C'est-à-dire que pour lui, les expressions faciales, par exemple, ça ne veut rien dire, ce qui fait qu'il n'a pas peur, par exemple, mais c'est dangereux parce que la peur, c'est ce qui nous permet d'éviter le danger, et comme il ne ressent pas la peur, il ne peut pas éviter le danger. Voilà, donc il va se faire harceler, il est différent. Donc c'est un récit initiatique qui va jusqu'à l'adolescence, où là il va faire une rencontre un peu étonnante, mais qui va signer le début d'une nouvelle amitié très forte et en même temps assez étrange. Donc c'est vraiment un récit initiatique d'un jeune garçon qui grandit à l'adolescence et qui va essayer de se construire après un drame, au-delà de son problème-là, il y a un drame au début, de se construire à partir de ça avec cette difficulté émotionnelle qui est d'autant plus à l'adolescence, qui est peut-être le moment où les émotions sont justement le plus fort et les plus importantes dans la construction de soi et dans les relations aux autres. Donc c'est très touchant, très bien écrit, ça se lit très vite, c'est vraiment du young adulte comme on aime en faire. Moi j'ai beaucoup aimé. Après il y a vraiment des scènes assez dures, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose, hein. Il n'a pas une vie facile, donc ça pouvait pas être tout beau tout rose, et l'histoire d'amitié est vraiment très belle. La péninsule aux 24 saisons. On va au Japon cette fois-ci, un roman de chez Piquier très contemplatif. En fait, il faut savoir que dans les calendriers de jardinage japonais, il n'y a pas 4 saisons mais 24, donc qui durent à peu près 2 semaines chaque mois, qui vont permettre de mieux savoir à quel moment planter, couper, récolter, etc. Et donc on va suivre une femme de Tokyo qui part 1 an dans sa maison de campagne justement sur cette péninsule, et qui va revivre au rythme de la nature. Et on va vivre avec elle ces 24 saisons, ses pérégrinations avec ses voisins, ses relations humaines. Il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où comme c'est très contemplatif, il n'y a pas vraiment une intrigue forte, mais c'est très beau, très poétique comme la littérature japonaise sait le faire, vraiment très joli, et ça fait du bien. C'est vraiment une bouffée d'air frais, où il n'y a pas forcément de drame en tant que tel, ça fait juste réfléchir à la vie, à la nature, à la beauté. C'est une jolie lecture de printemps ou d'été quand on a envie de quelque chose de lent et de beau, tout simplement. Anatomy Love Story. Là, on est sur un roman plutôt jeune adulte, voire adolescent, dans une thématique un peu macabre, qui va ressembler beaucoup à The Corpse Queen, puisqu'on va suivre une jeune femme, Hazel, qui est passionnée de chirurgie dans cette Écosse du 19e siècle, sauf qu'évidemment, à l'époque, les femmes ne peuvent évidemment pas pratiquer la chirurgie, mais elle a décidé qu'elle allait faire ça à tout prix,
et ça va la mener à rencontrer Jack, un résurrectionniste ou en fait tout simplement un voleur de cadavres, pour les revendre justement aux cours d'anatomie et de chirurgie qui sont faites par des hommes pour des hommes. Donc voilà, il y a toute cette ambiance un peu macabre, voleur de cadavres, chirurgie, etc. Et pendant ce temps-là, il y a des disparus, des corps qui sont retrouvés, bon tout le monde s'en fout, mais qui clairement ne sont pas morts de mort naturelle. Et donc voilà, c'est un mix un peu entre une enquête, une histoire d'amour, et peut-être pas l'initiation, mais en tout cas une découverte de soi, une approche de soi, puisque Hazel va prendre confiance en elle, va tester des choses, et voilà, elle va évoluer dans cet univers-là. Donc c'est très sympa, pareil, ça se lit très vite. Je pense que ce qui a empêché le coup de cœur chez moi, c'est que j'ai lu The Corpse Queen l'année dernière, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Non pas dans le sens d'un plagiat, mais tout simplement que j'avais l'impression de relire un peu le même genre. Et du coup, voilà, moi je pense que c'est ce qui m'a empêché d'avoir un coup de cœur, alors qu'en soi, c'est vraiment très agréable. Dernière lecture 4 étoiles, une histoire d'ours chez Gallmeister, une nouvelle parution typique. Alors là, c'est vraiment, je trouve pour moi, c'est vraiment le roman Gallmeister par excellence, c'est-à-dire ça se passe en Alaska, donc vraiment la nature sauvage, les fins fonds de l'Alaska, bien paumés, les montagnes, où il n'y a rien ni personne. On va suivre Birdie, 26 ans, jeune mère, et sa fille Emmeline, qui vivent dans un petit cabanon. Sa mère essaye de faire au mieux, mais elle a malheureusement une vie un peu dissolue, puisqu'elle travaille dans un bar, donc voilà, elle boit beaucoup, elle se drogue, même si elle a envie de faire mieux pour sa fille, mais elle est emmenée dans un tourbillon comme ça, dont elle a du mal à sortir, jusqu'au jour où elle rencontre Arthur, un homme habitué, mais très taciturne, qui ne parle quasi pas, un peu défiguré avec une énorme cicatrice, et elle va s'attacher à lui petit à petit jusqu'à ce qu'il décide de partir pour sa cabane. Donc lui, il a une cabane voilà, vraiment paumée au fin fond de nulle part dans l'Alaska, et ça va être une nouvelle page de vie pour Birdie, Emmeline et Arthur. C'est très beau, les relations humaines comme chez Gallmeister, c'est vraiment magnifique, que ça soit la relation mère-fille entre Birdie et Emmeline, la relation entre Arthur et Birdie, enfin voilà les relations qui vont se nouer dans ce trio. Mais Arthur cache un sombre secret, je n'en dirai pas plus, qui va évidemment tourner au drame, parce que sinon ce ne serait pas du Gallmeister. Il y a un moment où les choses dérapent évidemment, et on va voir tout l'après qui va se dérouler, donc c'est un récit en 3 parties. C'est vraiment très beau, c'est tout ce qu'on aime chez Gallmeister, des relations humaines fortes, des paysages à couper le souffle et très dépaysants, du drame, de la beauté, de la poésie. Si on aime la tradition Gallmeister, parce qu'ils ont fait d'autres choses depuis, mais c'est pour ça, mais cette image qu'on a eue d'eux depuis le début, dans cette sorte de un peu nature writing à l'américaine, dramatique avec des relations humaines fortes, une histoire d'ours plaira absolument, avec une petite touche de fantastique, toujours. Passons à toutes mes lectures 5 étoiles, et là il y en a un sacré paquet. If You Could See the Sun, j'ai adoré ce roman young adulte qui se passe en Chine, à Pékin. On va suivre une jeune héroïne de 17 ans qui est la seule élève boursière d'une école de gosses de riches, enfants de stars de cinéma, de businessmen, voilà, donc ils sont tous riches sauf elle qui est la seule boursière issue d'une famille pas forcément pauvre, mais en tout cas on va dire plus classique. Et donc elle a une énorme pression parce qu'elle veut être la meilleure, pour mériter cette bourse évidemment, jusqu'au moment où elle va apprendre que malheureusement les frais d'inscription vont encore augmenter pour l'année suivante, et qu'elle donc pour l'instant ne peut absolument pas se permettre de payer ces frais là. Et en plus elle découvre qu'elle souffre de crise d'invisibilité, c'est-à-dire qu'elle ne maîtrise absolument pas son pouvoir, mais d'un coup elle devient invisible. Elle va proposer un marché à son rival de toujours pour monnayer ses services de femme invisible, et ainsi récolter l'argent qui lui manque pour poursuivre sa scolarité. Évidemment rien ne va se passer comme prévu, mais j'ai adoré le ton, l'humour du roman, c'est très touchant. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage d'Alice qui va se rendre compte que peut-être que la réussite scolaire en tout cas ne fait pas tout, qu'il y a aussi d'autres choses comme l'amitié qui peuvent jouer, donc c'est entraînant, c'est drôle, c'est touchant, il y a cette petite touche de fantastique qui est là pour permettre à Alice finalement d'évoluer, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et évidemment j'adore de toute façon quand il y a des personnages chinois qui nous plongent voilà, dans la culture, surtout là chinois contemporain. On va vraiment comprendre la culture là en 2024-2025. Ça fait toujours du bien pour moi de lire des personnages asiatiques, des représentations de cette culture-là, parce que ça me touche évidemment toujours très personnellement, et que je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc à chaque fois qu'il y en a, je suis toujours ravie. Rien n'est parfait, une romance lesbienne choupichou au possible, j'ai pleuré, c'était tellement
adorable et touchant. Tout est parfait, même si le titre dit que rien n'est parfait, là pour le coup tout est parfait. On a Vic, une adolescente lesbienne assumée, malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer. C'est pas forcément la meilleure de l'école, mais elle a vraiment envie de s'investir dans la vie de son lycée, et notamment en intégrant le conseil des élèves pour proposer notamment une journée des fiertés et mettre en avant la communauté LGBTQIA+. Sauf que elle va devoir, alors pas se battre, mais en tout cas elle est en rivalité avec Jade, alias Miss Perfect, vraiment une jeune femme qui la met en grande insécurité parce que voilà, elle a toujours des très bonnes notes, elle est toujours jolie, elle est populaire, tout ce qu'elle n'est pas. Sauf qu'elles vont plus ou moins céder pour ce conseil des élèves, et Vic va découvrir que finalement Jade n'est peut-être pas celle qu'elle paraît être. Donc voilà, on a Vic, une héroïne lesbienne, on va avoir sa meilleure amie aromantique, on va avoir d'autres identités sexuelles mises en avant. C'est bienveillant au possible, entièrement basé sur la communication. Le check émo, j'adore, donc c'est tout simplement l'idée, c'est le check émotionnel en fait. C'est juste l'idée de commencer la discussion en mettant à plat et en osant dire ce qu'on ressent. Donc c'était vraiment, c'est vraiment génial, et j'ai adoré ce principe. C'est touchant, ça va parler des difficultés du coming out, du militantisme aussi dans ces milieux-là, et c'est en même temps un récit d'adolescent, donc c'est aussi les premiers amours, les premières ruptures, les amitiés, enfin voilà, c'est plein de choses qui sont hyper intéressantes, très bien abordées. J'aurais adoré lire ce genre de roman plus tôt, enfin quand moi j'étais moi-même adolescente, pour montrer qu'il y a d'autres choses que l'hétéronormativité en fait, tout simplement. Donc je conseille vivement cette romance. Funérailles célestes. On change complètement de registre, c'est un vieux livre, paru au début des années 2000 il me semble. C'est assez génial, en fait l'autrice Shinran a recueilli le témoignage d'une femme au destin un peu extraordinaire, une femme chinoise qui a vécu plus de 30 ans au Tibet. Et en fait si elle est partie au Tibet à la base, c'est pas du tout pour y vivre, mais c'était pour aller retrouver son mari, un médecin, mais envoyé par l'armée au Tibet, et qui est déclaré mort. Sauf qu'elle ne le croit pas, qu'il est décédé, elle se dit qu'il a peut-être juste disparu et que voilà, on n'a pas cherché à le retrouver, et donc elle décide de partir pour le retrouver. Sauf que sa quête va se transformer en quasi toute sa vie, puisque il va se passer tout un nombre de choses qui font qu'elle va rester au Tibet. Et c'était vraiment passionnant de découvrir la vie tibétaine, mais surtout la spiritualité tibétaine, qui est très très forte là-bas. C'est un récit historique et politique, c'est aussi la question des tensions très fortes entre la Chine et le Tibet. Pourquoi est-ce que la Chine a voulu ingérer dans les affaires du Tibet, et pourquoi le Tibet a réagi de manière aussi virulente aux yeux des Chinois. C'est un très très beau récit, plein d'émotions, pareil j'ai été émue un nombre incalculable de fois, et c'est fou de se dire que c'est une histoire vraie. Gros coup de cœur vraiment pour ce roman qui fait découvrir une culture finalement qu'on connaît mal, et c'est un des thèmes d'ailleurs du récit, à quel point on connaît peu la culture tibétaine et les clichés qu'on peut avoir sur ça, et notamment sur les funérailles célestes. Je n'en dirai pas plus, on apprend à la fin ce que c'est. Vraiment un énorme coup de cœur. Les Sirènes d'Emilia Hart, le nouveau roman de l'autrice de La Maison au Sortilège. Alors j'avais beaucoup aimé La Maison au Sortilège, mais il me manquait un tout petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Et Les Sirènes rentrent dans le mille, j'ai adoré, tout était génial. On retrouve les thématiques chères à l'autrice, destin de femme, un petit côté fantastique ici qui reprend évidemment, vu le titre, la figure de la sirène. Une double temporalité qui nous emmène d'un côté auprès de deux sœurs irlandaises qui sont expédiées en Nouvelle-Galles du Sud à l'époque, c'est-à-dire l'Australie. En fait ce sont toutes les femmes coupables, au sens très large du terme, puisqu'à l'époque les femmes étaient à peu près coupables de tout, pour aller dans des usines à femmes. On découvre aussi un pan de l'Irlande et de l'Australie pas très glorieux, mais c'est super intéressant. Donc ces deux sœurs vont être mises dans un bateau à destination de l'Australie, évidemment dans des conditions absolument terribles, de misère, de saleté, de promiscuité. Elles mangent à peine, il y a des rats, enfin voilà, bon, c'est atroce. Et on va suivre Lucie et sa sœur à l'heure actuelle. Lucie qui fuit chercher l'aide de sa sœur, à qui elle entretient une relation un peu étrange depuis qu'elle s'est faite harceler dans son université. Elle quitte tout pour chercher l'aide de sa sœur, sauf que sa sœur n'est pas. Voilà, donc il y a tous ces secrets. Sa sœur est une peintre, et bizarrement, en fait, les rêves de Lucie semblent correspondre au tableau peint par sa sœur. Pourquoi ? Pourquoi sa sœur est venue dans ce coin paumé d'Australie, qui est réputé notamment pour ses disparitions d'hommes non résolues. Voilà, je vais pas en dire plus, mais là il y a un gros mystère, il y a la question des relations familiales et des secrets de famille, il y a eu quelques retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas du tout, moi j'ai adoré. Et toujours cette double temporalité, ces destins qui se répondent, des destins de femmes fortes d'une certaine manière, mais qui en chient quand même, on peut pas dire autrement. Une écriture addictive, on est embarqué, enfin franchement j'ai adoré, j'ai dévoré. Et là il y avait ce petit truc, je saurais pas dire quoi, mais il y avait vraiment ce truc en plus qui fait que j'ai été happée du début à la fin. C'est juste génial.
Divine et dévouée d'Ottavia Marangoni. Alors là on est sur un essai qui n'a rien à voir avec ce que je peux lire peut-être d'habitude, quoique. C'est un court essai, on va dire, qui alterne des notions vraiment historiques et archéologiques à des pérégrinations de l'autrice pour remettre au goût du jour et pour réconcilier en fait nos héritages païens et chrétiens, puisque avant la religion catholique il y avait quand même quelque chose en France, des Celtes par exemple, et même au néolithique il y avait des choses. Et en fait les femmes ont toujours eu une importance très marquée, que ça soit dans toutes les religions, même le christianisme avec la Vierge Marie, Marie-Madeleine, etc. Et donc voilà, son but est vraiment de remettre en avant ces figures féminines oubliées, mais qui ont pourtant eu un impact fort dans ces histoires-là, enfin dans notre histoire à nous, dans nos lieux, dans le nom de nos lieux, dans nos légendes, enfin voilà. Et dans le but vraiment assumé de réconcilier tout ça. Et ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est que c'est une approche voyage en fait. On va arpenter les lieux sacrés de France, connus ou moins connus. Et quand il n'y a pas assez d'éléments, on va dire, archéologiques, historiques, l'autrice n'hésite pas à le dire et on a juste des pistes de réflexion, d'espoir peut-être qu'un jour on en saura plus. On n'est pas du tout dans du New Age et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir canalisé des messages de je sais quelle déesse, c'est vraiment basé sur l'histoire, l'archéologie, des recherches approfondies sur nos territoires, nos terroirs et notre histoire. Donc voilà, très passionnant, ça se lit très facilement, c'était une très très belle lecture et très instructive. The Ex-Vows de Jessica Joyce, une romance Second Chance que j'ai adorée, pareil j'ai fini en larmes. On va suivre deux anciens, alors amis, puis amoureux, puis amis. Sauf que pas vraiment amis. En fait c'est un trio et pour ne pas perturber la dynamique de ce trio d'amitié, ils ont décidé de faire semblant que tout allait bien entre eux, alors qu'en fait la rupture, ils n'ont pas vraiment digéré. C'est pas qu'ils se détestent, mais c'est plutôt qu'ils sont encore très blessés par cette rupture qui est sortie un peu de nulle part. Mais voilà, ils essaient de faire semblant à chaque fois qu'ils se voient que tout va bien. Mais du coup ils limitent au maximum leurs interactions. Sauf que ce troisième meilleur ami se marie. Et ce mariage semble maudit. Il n'y a rien qui va. Et évidemment, les deux étant témoins, ils vont être commissionnés pour sauver ce mariage. Et ils vont passer une semaine à essayer de sauver le mariage tout en essayant de mettre de côté leur histoire passée, mais c'est impossible évidemment. Et donc on va voir toute cette partie-là, la manière dont ils vont reparler du passé et en même temps essayer de l'éviter, de s'ouvrir. On va comprendre ce qui s'est passé aussi évidemment les années précédentes, depuis leur rencontre jusqu'à leur relation amoureuse puis leur rupture. Et ce que j'adore évidemment c'est les personnages, l'amitié aussi, il y a des moments de déclaration d'amour amical absolument magnifiques. Le personnage masculin voit un psy, la personnage féminine voit un psy, on a des persos avec des blessures certes, mais qui ne comptent pas sur l'autre pour se sauver. C'est chacun fait son travail et ils essayent juste d'apprendre à aimer dans l'imperfection, hein, pas la perfection. Et c'est juste très beau, très réaliste, très touchant, enfin voilà, c'est le genre de romance que j'adore, sans toxicité, sans rien, c'était juste très touchant et avec voilà cette petite touche d'humour du mariage maudit avec des moments un peu loufoques, d'une pâtissière quasi démoniaque, d'un DJ improbable, enfin voilà, des choses comme ça, donc c'était très sympa. Dernière lecture 5 étoiles, Dungeon Crawler Carl, la dernière saga de Lilith RPG parue en France que je n'avais pas encore lu et j'ai adoré. En fait il me faisait un peu peur parce que l'univers avait l'air complètement barré et j'avais peur que ça ressemble pas assez à la Lilith RPG que j'aimais, mais en fait c'est ce qui fait sa richesse, c'est que c'est complètement différent et ça apporte vraiment une vraie bouffée d'air frais à la Lilith RPG comparé aux deux autres sagas que j'ai pu lire. Je préfère quand même Primal Hunter parce qu'il y a des aspects que je préfère, notamment le côté Heroic Fantasy, mais c'est assez génial. Donc on va suivre Carl et son chat Princesse Donut qui vont arriver à une sorte de télé-réalité intergalactique où en fait il y a un donjon avec des niveaux et il va falloir survivre à chaque fois, à chaque niveau pour descendre et ça va être de plus en plus dur évidemment. Mais ce qui est assez génial, l'intrigue et l'univers sont hyper poussés puisqu'on va avoir, c'est un principe de télé-réalité, donc en fait il va y avoir des mécènes, des sponsors, des followers, donc il y a survivre, gagner de l'expérience, mais il y a aussi gérer on va dire son image publique avec des managers, etc. Enfin donc c'est assez génial. Et contrairement aux autres sagas où il y a tout un choix de compétences, etc., ici c'est beaucoup moins le cas. Et c'est pour ça que c'est assez bien fait, c'est que finalement même le système même d'apprentissage et de niveau n'est pas du tout le même que dans les autres. Donc c'est très différent tout en respectant les codes. C'est complètement barré, on s'éclate, c'est explosif, ça va dans tous les sens, c'est très drôle mais sans en faire trop non plus évidemment. Franchement c'est une vraie réussite et je suis d'autant plus contente finalement de l'avoir lu parce que voilà, j'avais des doutes et au final c'est juste génial. J'ai même lu le tome 2 depuis mais ça sera pour la prochaine vidéo bilan. On termine avec le coup de cœur, donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir hein, parce que vraiment que ce soit Les Sirènes, Funérailles Célestes, il y a eu des trucs magnifiques. Mais j'ai décidé de mettre en avant Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Pourquoi ? Parce que c'est un roman
complètement inclassable et que j'adore les romans inclassables. Ça se passe à bord du Transsibérien, donc un train qui traverse les terres oubliées, qui sont en fait des terres entre la Russie et la Chine, qui subissent des sortes de mutations, donc on est vraiment dans un récit entre le mystère, l'aventure, la science-fiction fantastique, parce que voilà, on a des terres dangereuses et en fait les voyages en train à bord du Transsibérien ne sont pas sans danger puisque ça arrive très régulièrement que des gens deviennent fous par exemple. Et donc là ça se passe sur le premier voyage depuis un certain temps puisqu'il s'est passé un drame dans le dernier voyage. Au début on ne sait pas quoi évidemment. Et donc il y a beaucoup d'enjeux et de pression sur ce nouveau voyage. Évidemment ça va pas bien se passer et donc on va suivre plusieurs personnages à bord de ce train, chacun avec ses objectifs personnels plus ou moins secrets et qui vont se croiser à bord de ce train avec toutes les difficultés et en même temps en essayant de survivre, alors le terme est un peu fort mais en tout cas de s'en sortir, tandis que le monde extérieur ne cesse de les harceler de visions fantasmagoriques plus ou moins horrifiques. C'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est cette ambiance horrifique mais très légère qui rend le voyage d'autant plus haletant et prenant. C'est dur d'en parler parce qu'il est tellement étonnant comme roman que c'est dur d'en parler, mais j'ai tout aimé, que ce soit le traitement des personnages, le mystère et surtout ce mélange des genres un peu improbable, mais qui fonctionne très très bien jusqu'à la fin, que j'ai adoré. Pour moi c'est un sans faute et je ne peux que le mettre en coup de cœur parce que voilà, des romans comme ça on n'en lit pas assez, j'aimerais en lire plus. Et franchement, il me semble que c'est un premier roman pour Sarah Brooks et chapeau parce que c'est quand même parfaitement maîtrisé. Alors on va peut-être dire quelques longueurs, mais je trouve que ça se lit quand même très bien. Moi en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, même si effectivement il faut un certain temps de mise en place, mais ça fait partie du jeu. Voilà, pour moi c'est un vrai coup de cœur. Je peux pas dire que ça plaira à tout le monde, peu probable d'ailleurs, mais quand on aime ce genre de récit, on peut y aller les yeux fermés. C'est sûr qu'on passera un excellent moment. Moi je le conseille notamment aux personnes qui adorent Stuart Turton pour ce côté justement mélange des genres et mystère. Voilà, on a terminé ce bilan du mois de mai. J'ai hâte de faire mon bilan du mois de juin, même s'il y a beaucoup de très mauvaises lectures. Que là je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu pas mal de choses très moyennes. Donc ça va être très différent du mois de mai, mais j'ai hâte. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!